Bonjour à tous. En guise d'introduction, j'aimerais dire que la série de vidéos que je propose ici est animée par une volonté de réinformation sur un sujet qui devrait préoccuper tous les francophones. Nous vivons dans une période où l'audiovisuel a pris le pas sur la communication écrite, mais il est inutile de compter sur la télévision et la radio de grande diffusion si l'on n'est pas adoubé par ceux qui diffusent l'information officielle ou ceux qui pilotent une information de façade. Aussi, je me suis rendu à l'évidence que la vidéo sur le site d'Impératif Français est probablement le meilleur moyen d'atteindre le plus grand nombre à une époque où nous sommes tous pressés et où nous ne pouvons pas consacrer beaucoup de temps à nous informer. Je publie régulièrement sur la langue française et la francophonie depuis 25 ans, mais mes écrits et mes conférences n'ont jamais dépassé le cadre universitaire de manière significative. Le projet de cette série de vidéos est donc pour moi l'expérimentation d'un nouveau vecteur de diffusion pour tous les francophones, indépendamment du lieu où ils résident. Je remercie ici Jean-Paul Perrault d'avoir accepté de diffuser mon message sur le site d'Impératif Français, qui est déjà très connu pour son engagement en faveur de la langue française et de la francophonie internationale. Ainsi, une fois par mois, je proposerai aux abonnés de ce site, aux sympathisants et aux simples visiteurs, une courte vidéo sur ce thème dans laquelle j'aborderai aussi les enjeux liés à l'usage de notre langue et aux attaques incessantes dont elle fait l'objet. La francophonie, c'est à la fois l'ensemble des pays francophones et le nom d'une organisation officielle de coopération et de concertation qui regroupe les pays francophones et que l'on nomme Organisation internationale de la francophonie, ou OIF en abrégé. Or, la francophonie n'existerait pas sans la langue française. Il est donc logique de parler de langue française avant de parler de francophonie et d'examiner les facteurs pouvant présider à sa prospérité ou, au contraire, à son déclin et son effacement. Or, ce sujet n'est que très rarement abordé par les masses médias et les enjeux liés à la langue sont presque partout ignorés du grand public. C'est pourquoi je nommerai cette première section « Réinformation sur la langue française ». En cette période de baisse du pouvoir d'achat généralisé dans le monde occidental, de notre perte de souveraineté à des organismes supranationaux, d'un recul sans précédent de nos libertés publiques, de notre inféodation à l'OTAN et donc aux États-Unis d'Amérique, n'y a-t-il pas d'autre chat à fouetter? N'existe-t-il pas de sujet plus urgent à traiter? Quel intérêt y aurait-il à focaliser l'opinion publique sur la langue nationale que nous partageons tous, de toute manière, à l'intérieur des frontières des pays francophones? Chaque mois, dans le cadre de la première section de cette série, je traiterai d'un thème particulier lié à la langue. En premier lieu, je compte précisément démontrer que le sujet de notre langue et surtout de l'évolution actuelle de son usage sont des sujets absolument essentiels qui conditionnent en grande partie notre avenir. La langue est à la racine de tout, de notre développement personnel, des rapports humains, de la politique, du développement des techniques, de la découverte scientifique, de l'indépendance intellectuelle et de l'indépendance tout court, comme nous le verrons. Elle nous permet, dans le cadre national, de participer à des projets communs et aussi de nous relier à notre passé, à notre histoire. En ce qui nous concerne plus particulièrement, les francophones ne sont pas une race ou une ethnie. Les origines des francophones sont extrêmement diverses. Imaginons ce qui nous resterait en commun sans le français, qui est le ciment essentiel sur lequel reposent les divers pays qui composent la francophonie et, plus particulièrement, ceux dont le français constitue la seule langue nationale. La langue est un outil de représentation,
et représenter, c'est rendre présent. C'est à travers la langue, notre langue, la nuance est importante, que nous nous représentons à nous-mêmes et aux autres, bien sûr. Pour illustrer ce point, je vais prendre un exemple qui n'est pas tiré du contexte français, mais du contexte américain. Comme chacun sait, les habitants des États-Unis d'Amérique du Nord se nomment Américains, et cela est bien plus qu'une simple convention. Un Canadien est-il moins américain qu'un habitant des États-Unis ? Le Brésil et le Mexique, qui ont des organisations étatiques très similaires à celles des États-Unis, sont-ils moins américains qu'eux ? Certainement pas, mais quand on y réfléchit bien, on aboutit à deux conclusions. Les États-Unis d'Amérique du Nord sont un pays sans nom, et, deuxièmement, en s'appelant eux-mêmes américains, les habitants des États-Unis d'Amérique du Nord, consciemment ou inconsciemment, se confèrent une importance qu'ils n'ont pas, et qu'on le veuille ou non, de par la désignation qu'ils ont adoptée pour eux-mêmes, ils projettent vers l'extérieur, vers nous en particulier, une importance et un statut qu'ils n'ont pas. Ainsi, il faut faire extrêmement attention aux mots qu'on utilise, car s'ils peuvent souvent refléter la réalité, ils peuvent aussi minimiser ou exagérer l'importance de la chose, de l'objet ou des personnes qu'ils désignent. En d'autres termes, les mots qu'on utilise façonnent profondément nos perceptions, c'est-à-dire notre réalité. Il faut maintenant se tourner vers la situation du français contemporain et faire un peu un état des lieux de ce qu'est devenu notre langue en 2021. Le problème de représentation est essentiel. Le développement de la langue va de pair avec ce qu'elle permet d'exprimer. Si je crée réellement, la langue qui me permet de décrire ma création se développe naturellement et je représente ma création de la meilleure manière possible. Si j'ai recours à un système de représentation qui n'est pas le mien, c'est-à-dire une autre langue, la valeur de ma création va naturellement enrichir, pas totalement mais en partie, ceux qui ont créé ce système de représentation que j'utilise, mais qui n'est pas le mien, et qui n'est pas non plus celui de la communauté nationale dont je fais partie. Je reviendrai là-dessus à travers de nombreux exemples, et je démontrerai que la langue est un facteur absolument crucial, stratégique, dans presque tous les domaines de l'activité humaine. Il y a quelques années, j'ai prononcé une conférence à Paris sur le thème « Le rôle de la langue dans la guerre de représentation ». Dans le déroulement de ma logique, j'étais allé de considérations générales au rôle que joue actuellement l'anglais dans la société française pour altérer nos perceptions en faveur de ce que j'appelle l'empire anglo-saxon, et plus particulièrement l'empire américain, et aux dépens de nos intérêts, bien sûr. Cette désignation d'empire américain, que l'on rencontre très peu dans la presse écrite en Europe, est en fait très commune chez les intellectuels états-uniens et plus particulièrement chez les géopoliticiens. Ma volonté était à l'origine de faire une démonstration complète du caractère délétère de ce phénomène et de faire également comprendre à mon auditoire son origine. Mais je me suis rendu compte qu'en dépit d'une argumentation rationnelle et dépassionnée, en dépit des faits et des références que je citais, je me suis malgré tout heurté à une barrière d'incrédulité. Comme dans de nombreux autres pays, la grille de lecture du public a été profondément altérée par le conditionnement intensif que les populations francophones et plus particulièrement celles des pays francophones du Nord, subissent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'on démontre, preuve à l'appui, que nos amis américains ne sont en définitive nullement nos amis, sans être nos ennemis déclarés, et que les États-Unis constituent une nation globalement prédatrice, on est confronté à une incompréhension qui est fondée en grande partie sur ce que les gens considèrent être le sauvetage de l'Europe
des griffes du nazisme par les États-Unis il y a plus de 70 ans. Or, il suffit de se référer aux conférences de David Eisenhower, le petit-fils du fameux général, pour découvrir qu'il s'agit là d'une lourde exagération du rôle qu'ont tenu ceux qui ont débarqué sur les plages de Normandie en 1944, puisque ce débarquement, comme celui de Sicile, ne fut rendu possible que grâce au rouleau compresseur soviétique qui absorbait les 2/3 des divisions allemandes sur le front de l'Est. On se heurte également à la croyance populaire que les industries dites culturelles américaines sont les bienvenues dans les pays francophones, alors que, à quelques exceptions près, les chansons américaines et les films ne se sont imposés en Europe, par exemple, qu'au terme d'un intense conditionnement des foules qui a commencé après la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui dure jusqu'à aujourd'hui, en passant par les très importants accords Bloom-Burns de 1946 pour la France, à l'époque du plan Marshall. On aura l'occasion d'en reparler amplement. Les francophones, et plus particulièrement les Français, ne se rendent pas compte qu'une guerre est menée contre eux, une guerre culturelle et linguistique. La dévastation guerrière que les États-Unis ont causée au Vietnam, au Laos, en Irak ou en Afghanistan, où les morts se sont comptés globalement par millions, a été doublée d'une action moins spectaculaire, mais tout aussi prédatrice en Europe continentale, qui voit aujourd'hui sa culture chanceler, sa créativité s'étioler, son prestige international s'effacer, tandis que son économie est mal en point, et que tout cela est imputable en grande partie aux États-Unis, qui veulent à tout prix maintenir l'Europe en tutelle au sein de leur empire par le biais d'une Union européenne dont on sait qu'ils tirent les ficelles. S'attaquer à la colonisation linguistique et culturelle que nous font subir les États-Unis est aller au-devant d'une formidable barrière de scepticisme, barrière qui a été construite patiemment durant presque 80 ans par des faisceaux d'actions ciblées, précises et continues, déclenchés par des organismes affiliés de près ou de loin au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Actions relayées et amplifiées par un réseau dense de collaborateurs zélés et stipendiés qui ont opéré directement dans tous les pays de l'Empire. Au cours des 60 dernières années, les conquêtes de l'Empire américain se sont appuyées soit sur l'action militaire directe ou indirecte, c'est-à-dire par mercenaires interposés, soit par des pressions économiques ou financières, soit encore par une colonisation linguistique et culturelle, soit sur une combinaison de ces actions sur la base de formules variables qui les faisaient intervenir dans des proportions diverses suivant les pays visés. Pour beaucoup d'auditeurs, nous sommes à ce stade dans le domaine du tabou, de l'irréel, de l'affabulation pure et simple, car le conflit avec les valeurs que nous avons acquises depuis la plus tendre enfance est trop important sur ce sujet en particulier. Le décalage avec la presse, avec la version officielle de l'histoire, avec les croyances, avec la psyché collective de ceux qui nous entourent est tout simplement trop large. Le gouffre est béant entre la réalité et l'image que la plupart des gens en ont. Il faut donc se débarrasser, autant que faire se peut, de nos préjugés et de notre prêt à penser instauré par nos prescripteurs d'opinion. Il ne s'agit pas d'un réquisitoire contre le pays qui se nomme États-Unis, bien sûr, mais plutôt contre une clique influente basée à l'origine dans ce pays et qui a décidé depuis longtemps de transformer la République états-unienne en empire. Dans ce processus, il n'existe qu'un seul facteur véritablement moteur, qui est une immense volonté de puissance totalement indépendante de toute solidarité ethnique avec les autres occidentaux ou les autres peuples qui sont ici concernés. Cette caste a parasité et détourné le pouvoir des buts fixés par les fondateurs de ce pays au détriment de ses citoyens la plupart du temps. Le fait que la naissance des États-Unis soit basée en grande partie,
sur le génocide des peuples précolombiens n'est toutefois pas étranger à ce que nous voyons aujourd'hui pour faire avancer les causes de l'Empire qui a rejeté à l'âge de pierre des pays tels que l'Irak et la Libye après un terrible massacre de civils. Face à une telle situation, un sursaut est nécessaire, mais ce dernier est impossible si l'on perd de vue les enjeux essentiels de la décolonisation mentale des populations francophones d'Europe continentale et d'ailleurs. Notre colonisation spirituelle de fait, notre statut de vassaux des États-Unis sont d'énormes handicaps entravant notre évolution et notre épanouissement. Rarement remarqué en France et dans les autres pays de l'Empire américain, la colonisation linguistique et culturelle est le fer de lance essentiel de notre infériorisation et de l'infléchissement de notre production intellectuelle. C'est par elle qu'il faut commencer comme point de départ de notre affranchissement. Le monde ne sait pas que la prétendue prédominance anglo-saxonne ne vient pas d'une supériorité créative, d'une supériorité d'invention, mais du succès et de la diffusion de son idéologie et de sa langue qui ont induit un complexe d'infériorité qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, règne sans partage dans les pays francophones du Nord, en Europe ainsi que dans d'autres parties du monde, dans le monde des affaires, chez les hauts fonctionnaires et dans l'opinion publique. Avec le développement des moyens de communication, l'information crée aujourd'hui la réalité, plus que la réalité ne crée l'information. Dans un tel contexte, la recherche de l'hégémonie passe par une confection de la représentation des peuples et des pays qui soit conforme à l'ordre que l'on cherche à établir et maintenir, et qui doit être partagé par le plus grand nombre. Dans cet effort, la langue constitue un levier stratégique de puissance, puisque la généralisation de son usage par les peuples que l'on veut dominer tend naturellement à véhiculer et installer durablement les représentations qu'ils doivent avoir d'eux-mêmes pour jouer le rôle qu'on veut leur attribuer. Nous ne devons pas être étonnés du fait que parmi nos dirigeants, parmi nos prescripteurs d'opinion, parmi nos spécialistes en intelligence économique tels qu'ils se nomment, parmi ceux qui sont censés veiller à la compétitivité de nos pays et au maintien de leur prestige, personne ne sonne la sonnette d'alarme, personne ne sensibilise l'opinion au viol des foules perpétrées quotidiennement par nos médias, notre système d'enseignement et nos dirigeants politiques. La colonisation mentale des soi-disant élites de nos pays respectifs est profonde et les collabos verrouillent toute prise de conscience potentielle de ce phénomène. Or, ce n'est qu'en redevenant pleinement nous-mêmes que nous pourrons à nouveau être pleinement productifs et créatifs. Quand cela se produira, nous nous détacherons automatiquement d'une structure impériale obsolète, bâtie sur les décombres d'un monde exsangue il y a presque 80 ans. Sous beaucoup d'aspects, notre histoire a été arrêtée depuis des décennies par une puissance qui aujourd'hui est rongée de l'intérieur par la corruption totale de son oligarchie, par le mépris que ses dirigeants affichent pour le peuple qu'ils sont censés représenter, par ses rêves mégalomanes de domination globale aux dépens de son niveau de vie et de sa crédibilité. Face à ce constat, la riposte passe tout d'abord par une prise de conscience des moyens qui ont été utilisés et par le démontage rationnel et systématique de toutes les croyances qui ont été véhiculées par cette offensive linguistique et culturelle. Les fausses affirmations et les vérités révélées doivent être invalidées. C'est de cela dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Si l'on prend l'exemple de la France, les époques où les esprits français étaient libres, c'est-à-dire les époques durant lesquelles les Français étaient eux-mêmes, furent de véritables feux d'artifice, comme ce fut le cas au début du XXe siècle et, dans une moindre mesure, lors de la parenthèse gaullienne. Nous allons donc rentrer dans le concret pour en faire la démonstration.
À bientôt.